Tu es si mignonne, Georgina. Merci, nounours. Oui, et tes cheveux bouclés sont si beaux. Merci, Barbie. Maman, papa, elle parle encore à son truc. Mon frère n'a jamais rien compris. Et il était tellement ennuyeux. Mais ils répondent. Tu ne les entends pas? Oh mon Dieu, tu es tellement bizarre. Maman! Je n'avais que 5 ans. Et pendant un certain temps, je ne savais pas que j'étais la seule à pouvoir parler aux objets. Mes parents étaient inquiets au début, puis ils ont décidé que je traversais probablement une phase bizarre. Mais ce n'était pas le cas. En fait, je pensais que tous les enfants pouvaient le faire. Eh bien, ce n'est pas comme si j'avais commencé les conversations. Ce sont eux qui ont commencé à me parler. Et il n'y avait que mon ours en peluche et ma Barbie. Les chaises, les bouteilles, les livres, les murs, les arbres, presque tout me parlait. J'ai regardé La Belle et la Bête une fois et quand j'ai vu la tasse, l'horloge et la bougie qui parlent, j'ai pensé que c'était peut-être normal. Mais qu'est-ce qui n'allait pas avec mon frère et mes parents? Est-ce qu'ils faisaient juste semblant de ne pas les entendre aussi? Peu importe, j'étais Georgina, la fille qui pouvait parler à n'importe quoi. Continuez à regarder pour voir comment cela a fini par rendre ma vie folle. Un jour, j'ai décidé de demander à ma meilleure amie à l'école si la même chose lui arrivait. « Ne le fais pas, elle va rire !»« Elle ne comprendra pas. Ne dis rien. Est-ce que les choses te parlent? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme des choses sans bouche. Comme tes jouets, tes murs et même cette chaise. Tu as entendu ce qu'elle vient de me dire? Quoi? Je t'avais dit qu'elle ne comprendrait pas. Tais-toi. À qui parles-tu? La chaise. Tu ne l'as pas entendu? Professeur, Georgina est folle! Et c'est ainsi que j'ai perdu ma meilleure amie de maternelle. Lorsque j'ai appris que j'étais spéciale, je suis devenue très secrète sur ce que je pouvais faire car je me suis rendu compte que personne ne pouvait comprendre et qu'il n'y avait aucun moyen de leur expliquer. J'avais l'impression d'avoir de la chance car je ne serais jamais seule. Mais parfois cet étrange pouvoir me faisait peur. Imaginez que vous allez aux toilettes et qu'elles vous disent « Hé, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça !» Je n'avais aucun contrôle sur ce que les choses disaient et parfois je ne pouvais pas les faire taire. Puis, le jour de mon 10e anniversaire, tout s'est arrêté. Je ne pouvais tout simplement plus entendre les objets et lorsque j'essayais de leur parler, ils ne répondaient pas. J'ai été triste pendant un moment, mais j'ai trouvé d'autres choses à faire. Quand j'ai commencé le collège, je suis devenue une sorte de papillon social. J'étais le leader de plusieurs clubs et on me trouvait toujours en train de faire quelque chose de positif et de constructif. Vente de gâteaux pour aider les sans-abri, bénévolat dans des refuges pour animaux, bénévolat dans des refuges pour animaux, nettoyage du parc. J'étais toujours occupée. Je m'étais aussi fait de bons amis. Il y avait Yvonne, Hermione et Python. Nous étions inséparables. Et comme nous avions des intérêts similaires, nous nous entendions très bien. Notre amitié a perduré jusqu'à ce que nous soyons plus âgés et prêtes à rentrer au lycée. Nous avions prévu d'aller dans le même et l'été précédent, nous avions décidé de faire du bénévolat dans un camp pour enfants handicapés. C'était l'une des choses les plus inspirantes que j'ai jamais faites. Et j'étais vraiment heureuse d'avoir la chance de faire une différence dans la vie de tant d'enfants. Le dernier jour du camp, nous avons organisé un spectacle de talent auquel les parents des enfants sont venus assister. À la fin du spectacle, une jolie vieille dame m'a approchée avec un cadeau. « Ma fille Leslie, n'arrête pas de parler de toi. Elle a dit que tu étais l'un des meilleurs mentors du camp et qu'elle avait hâte de revenir l'année prochaine. Tu seras à nouveau volontaire l'année prochaine, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je suis si heureuse qu'elle ait passé un bon moment. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Ne l'ouvre pas avant d'être à la maison. » Elle a fait un clin d'œil et s'est éloignée. J'ai mis le cadeau dans ma valise et je l'ai oublié jusqu'au moment où j'ai déballé mes affaires à la maison. Je l'ai sorti et l'ai mis sur mon lit. Je l'ai ouvert et j'ai grimacé. C'était un sac jaune. Et je n'aimais pas du tout le jaune. Oh, où est-ce que je vais aller avec ça? C'est hideux. Grossier. J'ai failli m'évanouir. J'étais fatiguée? Des hallucinations? Peut-être que j'avais besoin de dormir. Je n'ai pas pu beaucoup dormir au camp après tout. Ouais, je suppose que c'est l'heure du coucher pour moi. Et moi? Tu pourrais m'acheter un coussin et le mettre sur ton bureau. Je veux aussi avoir un lit, puisque nous sommes les meilleurs amis maintenant. Je vais vivre dans ta chambre. Tu viens vraiment de me parler? Mais comment est-ce possible? Tu es un sac à main. Tu ne me vois pas remettre en question tes capacités. Mon Dieu, tu es si impoli. Bref, je m'appelle Coralissa. Ravie de te rencontrer, Georgina. C'est bizarre. Ce n'était pas bizarre quand tu étais enfant, n'est-ce pas? Je sais que tu pouvais parler à tout. Non, je ne veux pas revivre ça. J'ai attrapé le sac, j'ai filé en bas de la cuisine et je l'ai jeté dans la poubelle. Je suis remontée dans ma chambre et je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée et dès que j'ai ouvert les yeux, il était là.
juste à côté de ma tête. Bonjour, rayon de soleil. Ah! Comment es-tu revenu ici? Oh, allez, donne-moi une chance, d'accord? Nous pourrions être de grandes amies. Bien que je sois effrayée, j'ai décidé de lui donner une chance. Il me restait une semaine avant le lycée et j'avais un tas de choses à faire. Alors j'ai décidé que ça ne ferait pas de mal de l'emmener avec moi. Elle était bien cette semaine-là, mais elle m'a dit qu'elle voulait venir à l'école avec moi la semaine suivante. Je peux te donner des conseils pour te faire de nouveaux amis et des trucs comme ça. Je n'ai pas besoin de conseils et j'ai déjà des amis. Bref, j'ai emmené Coralissa à l'école avec moi. Hé, Georgina, on est au lycée, ma fille. Je n'arrive pas à le croire. Et pourquoi tu as cet énorme sac à main jaune et un sac à dos? Bien, j'ai juste trop de choses à porter. Tu ne peux pas avoir genre un sac noir? Ce jaune est affreux. Je sais, mais c'est tout ce que j'ai. D'accord, allons trouver notre classe d'anglais. Je suis allée en classe avec Hermione et je me suis dit que nous rencontrerions Yvonne et Peyton dans la classe. Notre nouvelle prof d'anglais avait l'air vraiment sympa. Mais au milieu de son explication du programme, Coralissa a commencé à être ennuyeuse. Ennuyant. Tais-toi. J'aurais dû rester à la maison. Arrête de parler. Jeune fille, à qui parlez-vous? Personne. Désolée, mademoiselle Jones. Après le cours, mes amis me regardaient bizarrement et j'étais tellement tentée de jeter Coralissa à nouveau à la poubelle. Désolée, mon ami. Je me rattraperai. C'était l'heure du déjeuner. Tu vois cette fille assise là-bas toute seule? Elle s'appelle Catherine. Et elle aime les pandas. Mais elle n'a pas d'amis. Pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir à côté d'elle et lui parler? Mais j'ai déjà des amis. Ouais, mais pas elle. Alors sois gentille. J'ai dit à mes amis que je reviendrais et j'ai écouté mon sac à main. Salut Catherine, je m'appelle Georgina. C'est ton premier jour ici? Salut. Ouais, c'est ça. Et je ne connais personne ici. Oh, je serai ton amie. Tu aimes les pandas? Je les adore. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'asseoir là-bas avec moi et mes amis? Ok. J'ai amené Catherine à notre table et j'ai présenté à mes amis et elle s'est parfaitement intégrée. Quand je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, j'étais épuisée. Si vous avez déjà été au lycée, vous savez que le premier jour est très fatigant. Mais j'étais contente de mon sac à main, car au moins elle m'a aidée à faire une bonne action. Et il semblait qu'elle voulait continuer le jour suivant aussi. Je marchais dans le couloir près des casiers quand... Georgie, ne m'appelle pas comme ça. Regarde ce mec mignon là-bas. Va lui parler. Non, je ne vais jamais vers les gars pour leur faire la conversation. C'est dingue. Et je suis timide. Toi, timide. Allez, dépêche-toi, fais-le. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai écouté. Salut, je m'appelle Georgina et je suis nouvelle ici. Et toi? Salut ma belle, je suis en 2e année. Je peux te faire visiter si tu veux. Bien sûr. Il m'a dit qu'il s'appelait Elliot. Et plus il parlait, plus je réalisais qu'il était définitivement mon type. En plus, il était mignon. Genre vraiment mignon. On est sortis le week-end suivant et j'ai décidé que je n'en avais jamais assez de lui. Je voulais être près de lui tout le temps. Et avant même de m'en rendre compte, mes amis me taquinaient en me disant que j'avais un petit ami. Même si cela n'a jamais été officiel. Donc je suppose que vous pensez que mon sac à main parlant était plutôt utile, hein? Eh bien, elle l'était. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. J'ai remarqué qu'elle commençait à changer un samedi matin alors que je me rendais au parc pour voir Elliot. Il y avait une petite vieille dame qui essayait de traverser la route et mon premier instinct est toujours d'aider. J'ai commencé à marcher vers elle pour l'aider quand... N'aide pas cette vieille dame. Quoi? Pourquoi? Je n'aime pas son visage. Écoute-moi ou sinon... Ou sinon quoi? Coralissa ne m'a pas dit quelles étaient les conséquences, mais je me suis dit que je devais probablement l'écouter pour qu'elle ne me tue pas dans mon sommeil ou autre. Je n'ai pas aidé la vieille dame et elle a failli être renversée par un bus. Mais elle s'en est sortie, heureusement. Quelques jours plus tard, j'étais à l'épicerie avec mes parents. Regarde tout ce chocolat! Tu as un sac à main, pourquoi ça t'intéresse? Vole-en un! Non! Je n'ai jamais rien volé de ma vie! Dépêche-toi, fais-le! J'ai pris une barre de chocolat et l'ai cachée dans la manche de mon sweat à capuche. « Chérie, tu vas bien? À qui parles-tu » ma mère a demandé. Puis ma petite sœur a commencé à rire. « Je n'aime pas cette fille. »« Pourquoi? Elle se moque de toi. Quand vous rentrerez à la maison, je veux que tu donnes son poisson rouge au chat. »« Non, c'est affreux. »« Qu'est-ce qui est affreux, ma chère? »« Rien, maman. Tu es si bizarre. Tu vois ce que je veux dire? » Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai attendu que tout le monde soit distrait, quelque part en train de faire quelque chose. Puis j'ai pris le poisson rouge de Kayla dans le bocal et je suis allée chercher le chat. Coralissa était accrochée à mon bras pendant tout ce temps. Oui, oui,
Je ne sais pas pourquoi le sac à main était si excité à ce sujet. J'ai trouvé le chat sous un arbre dehors et j'ai jeté le poisson devant lui. Elle l'a englouti en une seule bouchée. Puis j'ai regardé derrière moi et entendu un cri. « Maman, papa, Georgina a donné Freddy au chat. Maman !» Mes parents sont sortis en courant et avaient l'air ahuris. « Elle a fait quoi ?»« Non, je n'ai rien fait. Je ne ferai jamais une chose pareille. » Ma sœur est allée dans sa chambre pour vérifier si son poisson était toujours là et bien sûr, il avait disparu. Mes parents ne l'ont pas cru parce que je suis une fille angélique, mais j'étais sûre que Kayla ne me ferait plus jamais confiance. Mais vous savez quoi? Coralissa me demandait sans cesse de faire des choses horribles et je ne pouvais pas dire non. Elle m'a fait tricher à mon test de maths la semaine suivante et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. Plus tard dans la semaine, elle m'a demandé de faire la chose qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. Je veux que tu ailles dans le laboratoire d'informatique et que tu sabotes tout. Pourquoi? Fais-le. J'ai attendu que tout le monde quitte l'école. Puis je suis allée dans le laboratoire et j'ai commencé à casser des choses. J'ai versé de l'eau sur tous les claviers, j'ai jeté les haut-parleurs sur les écrans, j'ai écrit partout sur le tableau blanc interactif avec un marqueur permanent noir et quand j'ai eu fini, tout était cassé. Chaque chose. Bon travail, Georgina, elle a dit, et nous avons quitté la pièce. Le lundi de la semaine suivante, j'ai été emmenée dans le bureau du principal dès mon arrivée. Nous savons ce que vous avez fait. Nous avons des images de surveillance de tout. Ce n'est pas ma faute. Comment ça? C'est mon sac à main. Elle m'a dit de le faire. Votre quoi? C'est un sac à main qui parle. Son nom est Coralissa. Et elle m'a dit de faire de mauvaises choses. Le principal m'a regardé comme si j'étais tombée de Mars. Mes parents ont été appelés et on leur a dit qu'ils étaient prêts à pleurer. Je leur ai expliqué que le sac à main m'avait fait voler du chocolat, donner le poisson rouge au chat, tricher au test et enfin tout casser dans le laboratoire informatique. Oui, donc nous pensons qu'elle a de sérieux problèmes de santé mentale qui doivent être traités immédiatement. Le principal a dit et j'ai sursauté. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Vous ne me croyez pas? Elle me parle en ce moment même. Ils ne peuvent pas m'entendre, tu sais. Tais-toi! À qui parles-tu? Au sac à main! J'ai été envoyée dans une institution peu de temps après. J'ai pleuré et pleuré parce que je savais que je n'avais aucun problème et que ce sac à main avait ruiné ma vie. Avant que mon père ne m'y conduise, j'ai pris le sac et j'ai essayé d'y mettre le feu, mais il ne voulait pas brûler. Alors je l'ai enterré dans un trou dans notre jardin. Après avoir passé 2 semaines sous médication dans l'établissement, je me suis réveillée un matin et le sac à main était juste devant mon visage. Bonjour, rayon de soleil. Pourquoi on ne s'échappe pas de cet endroit? Je vais t'expliquer comment. On approche. Femme, la quarantaine. Accident de voiture. Karine, infirmière en chef, a crié depuis son poste. Je vais la prendre, j'ai dit en me dirigeant vers l'entrée des urgences où je savais que l'ambulance allait arriver d'une minute à l'autre. Ma garde à l'hôpital Woodville Grove venait de commencer et elle allait être ma première patiente de la journée. Bonjour, docteur Hernandez. Surpris de vous voir ici si tôt. Diane, ma collègue, a dit en me rejoignant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton riche père n'est-il pas ami avec Monsieur Broff, le directeur de l'hôpital? J'ai entendu dire que c'est grâce à lui que tu as eu le poste. Tu n'as pas besoin de travailler dur comme le reste d'entre nous. Clairement, Diane n'était pas ma plus grande fan. Allons Diane, si tu continues à m'harceler comme ça, je vais commencer à penser que je te plais. Tu sais que tout ce que tu as à faire est de m'inviter à dîner. Je lui ai fait un clin d'œil et ses joues sont devenues roses. Le bruit d'une sirène d'ambulance a attiré notre attention. Quelques secondes plus tard, les portes de l'ambulance se sont ouvertes et 2 ambulanciers et ma patiente en sont sortis. Madame, vous m'entendez? Quel est votre nom? Je lui ai demandé après que les ambulanciers m'aient informé de son état. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est mon nom. Elle avait l'air terrifiée. On dirait qu'elle a une perte de mémoire. Elle ne se souvient pas de son nom ni de l'endroit où elle allait avant l'accident. On n'a pas trouvé son sac à main, alors on l'a appelé Jane Doe. Un des ambulanciers a expliqué. Alors que Diane et moi nous occupions du patient, aucun de nous ne savait que nos vies allaient changer à jamais. Avant de poursuivre mon histoire, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Et puis, pour être les premiers à être informés de l'ajout de nouvelles vidéos, appuyez sur la cloche de notification. Bonjour Jane, comment... Diane, que fais-tu ici? Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que Jane Doe avait été amenée à l'hôpital. Bien qu'elle se soit complètement remise de ses blessures, elle n'a toujours pas retrouvé la mémoire. Eh bien, bonjour à toi aussi, je tenais juste compagnie à Jane. Ce ne serait pas si drôle si je retrouvais la mémoire et qu'on découvrait que je m'appelais Jane? Nous avons tous ri. Avez-vous de bonnes nouvelles pour moi? En fait, oui, mais j'ai aussi de mauvaises nouvelles. Diane, tu veux bien nous excuser? J'aimerais parler à Jane seule à seule. Quoi que vous ayez à dire, Diane peut l'entendre aussi. Diane a croisé ses bras sur sa poitrine comme pour me mettre au défi de dire autre chose. Mon Dieu,
qu'elle était ennuyeuse. J'ai secoué la tête et j'ai continué. La bonne nouvelle, c'est que vous avez guéri de vos blessures. La mauvaise nouvelle est que cela signifie que nous devons vous renvoyer. Mais elle n'a toujours pas retrouvé la mémoire. Où va-t-elle aller? Il était clair que Diane s'était prise d'affection pour Jane. J'ai pris des dispositions pour la transférer dans une maison de retraite à proximité. Monsieur Broff, le directeur de l'hôpital, nous a dit en nous rejoignant. Mais elle sera toute seule. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour elle. Quelqu'un d'autre a besoin de cette pièce. Jarvis, je veux qu'elle soit libérée immédiatement. J'ai trouvé ça un peu dur à dire, surtout devant Jane. Mais j'ai également trouvé étrange que Monsieur Broff soit désireux de se débarrasser de Jane. Mais je n'ai pas osé le défier. Il était le directeur de tout l'hôpital. Vous savez ce que ça veut dire? C'était le patron de mon patron. Tout de suite, monsieur. J'ai lancé un regard d'excuse à Jane, mais je ne pouvais rien faire de plus pour elle. Où est-ce que tu te précipites? Un rendez-vous? J'ai taquiné Diane. Notre garde vient de se terminer, on aurait dit qu'elle avait hâte de sortir de là. Je vais rendre visite à Jane à la maison de retraite. D'ailleurs, je savais que tu es fermé, mais tu ne lui as pas rendu visite une seule fois. Je ne suis pas fermé. Prouve-le. Diane a souri. Pour ce qui est des sourires diaboliques, le sien était plutôt bon. Prouver que je ne suis pas fermé? Bien, je vais adopter un chiot. Heureuse? Autant j'aimerais voir ça, autant je voulais que tu viennes voir Jane avec moi. Elle ne se souvient probablement même pas de moi. En fait, si, elle a même demandé si toi et moi sortions ensemble. Une violente toux derrière nous a fait sursauter tous les deux. Monsieur Broff était recroquevillé, le café débordant sur sa cheville. Monsieur Broff, vous allez bien? Diane a demandé en lui tendant des serviettes en papier. Je vais bien, merci. Le café est mal descendu. Monsieur Broff s'est comporté de façon étrange ces dernières semaines. Il semblait toujours être au coin de la rue quand Diane et moi étions ensemble. Si je ne me suis pas trompé, il avait juste écouté notre conversation à l'instant. C'est bizarre, non? Lorsque Diane et moi nous sommes arrivés à la maison de retraite, nous avons trouvé une sorte d'échange animé en cours à la réception. Quand nous nous sommes rapprochés, j'ai réalisé que c'était entre Jane et une dame en uniforme. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jane s'est vite retournée quand elle a entendu ma voix. Elle s'est précipitée dans les bras de Diane. Aide-moi s'il te plaît, ils me mettent à la porte. Quoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Je me suis adressé à la dame en uniforme. Sa facture n'a pas été payée depuis des semaines. Ce devait être une erreur. Monsieur Broff m'a assuré que l'hôpital s'occupait de la facture de Jane. J'ai exigé de voir leur dossier. J'ai été choqué de voir que la dame disait la vérité. La facture de Jane est restée impayée pendant des semaines. Pourquoi Monsieur Broff mentirait-il? Je vais payer sa facture et je la ferai sortir d'ici. Je n'arrive pas à croire que vous étiez sur le point de la mettre dehors. J'allais avoir une discussion très sérieuse avec Monsieur Broff. Mais d'abord, Diane et moi devions installer Jane dans ma maison. Après l'emménagement de Jane dans ma maison, j'ai cherché en ligne les services de détective privés à proximité. Après presque une heure de recherche, j'en ai choisi un et je l'ai appelé immédiatement. Enquête de Tom et Jerry, je suis Jerry, comment puis-je vous aider? J'ai gloussé en entendant l'homme du téléphone se présenter. Bonjour, oui, j'appelle pour prendre un rendez-vous. Tôt le lendemain, Jane et moi nous sommes assis devant Jerry le détective privé. Il nous a dit que son partenaire Tom était sorti pour suivre une piste. Jane lui a raconté ce qui lui était arrivé et lui a demandé s'il pouvait essayer de trouver qui elle était. Il a écrit quelques notes et pris une photo de Jane. Nous avons rempli quelques papiers, payé et sommes partis. En rentrant chez moi, j'ai cru voir une voiture nous suivre. Mais quelques virages plus loin, la voiture a disparu. Quelques jours plus tard, je suis arrivé à l'hôpital et j'ai entendu Monsieur Broff se disputer avec quelqu'un. Il vit avec elle, pour l'amour de Dieu. J'ai suivi sa voiture et je l'ai vu entrer dans le bureau d'un détective privé. Comment as-tu pu laisser faire ça? Je pensais t'avoir dit de te débarrasser d'elle. La voix m'était familière. S'il vous plaît, calmez-vous, monsieur Hernandez. Mon plan se déroulait bien jusqu'à ce que cette funeuse de Diane emmène Jarvis avec elle à la maison de retraite. Monsieur Hernandez était mon père. Est-ce qu'il parlait de Jane? Il faut éloigner Rachel de Jarvis avant qu'elle ne retrouve la mémoire. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je me suis précipité hors de là et j'ai appelé Diane. Je lui ai dit ce que j'avais entendu et elle était aussi choquée que moi. Nous avons convenu de nous rencontrer chez moi. Quelques minutes plus tard, j'étais coincé dans les embouteillages quand Diane m'a appelé. Jarvis, Jane n'est pas là. J'ai trouvé ta porte déverrouillée. Dois-je appeler la police? J'y ai pensé pendant une seconde. Ne les appelle pas pour l'instant. J'ai fait demi-tour et suis retourné à l'hôpital. Quand je suis arrivé, je suis allé directement au bureau de Monsieur Broff. Je n'ai même pas pris la peine de frapper. Où est-elle? Monsieur Broff n'a même pas levé les yeux de son bureau. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Jane, qu'avez-vous fait d'elle? Que cachez-vous, mon père et vous? Cela a attiré son attention et il s'est levé rapidement. Jarvis, tu dois baisser la voix. Dites-moi où elle est maintenant. Je vous ai entendu avec mon père tout à l'heure. Le nom de Jane est Rachel? Monsieur Broff s'est enfoncé dans son siège et a tendu sa tête entre ses mains. Allez-y, parlez. Et si quelque chose lui arrive, je vous dénoncerai aux flics. Elle n'est pas en danger. Elle est en route pour l'aéroport. Quoi? Pourquoi? Comment a-t-elle pu partir sans me le dire? S'il te plaît, assieds-toi. Monsieur Broff m'a tendu un vieux dossier médical poussiéreux. À qui est ce dossier médical? Ouvre-le. Le nom sur le dossier était Rachel Miller.
Papa avait appelé Jane Rachel. Est-ce que ça pourrait être son dossier? Je ne comprends pas. L'inconnue est Rachel Miller. Il y a 23 ans, elle est arrivée dans cet hôpital enceinte. Avant de devenir le directeur de l'hôpital, j'étais l'obstétricien en chef. Ça veut dire qu'il aidait les femmes enceintes à donner naissance à leur bébé. Il est dit ici qu'elle a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, mais qui sont morts tous les deux? C'est ce que je lui ai dit. Vous lui avez menti? Qu'avez-vous fait des bébés? Il les a vendus. Nous avons tous les deux été surpris par le son de la voix de Rachel. Quand est-ce qu'elle est arrivée là? Et M. Broff a dit que vous étiez parti. Il a menti. Ton père s'est présenté chez toi avec un chèque de 5 millions de dollars. Il m'a dit de le prendre et de disparaître. J'ai pris le chèque et il a demandé à son chauffeur de me conduire à l'aéroport. Après que le chauffeur m'ait déposé à l'aéroport, j'ai pris un taxi et je suis venu directement ici. Jarvis, je me souviens de tout. C'est une excellente nouvelle, mais je ne comprends pas pourquoi mon père veut se débarrasser de toi. Attends, où est M. Broff? J'ai regardé autour de moi et j'ai été surpris de voir que M. Broff n'était plus dans son fauteuil. Il a dû s'éclipser pendant qu'on parlait. Jarvis, je dois te dire quelque chose. Rachel avait les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Les bébés que Broff a vendus. L'un d'entre eux était toi. Il t'a vendu à M. Hernandez. Tu es ma mère? Mon père m'a dit qu'il m'avait adopté après que ma mère soit morte à ma naissance. Il t'a menti. Quelques semaines avant de mourir, ta mère, Madame Hernandez, a engagé un détective privé pour me chercher. Elle a donné au détective une lettre dans laquelle elle avoue tout ce qu'elle, M. Broff et M. Hernandez ont fait. C'est ce que je venais te dire quand j'ai eu l'accident. Avez-vous déjà reçu des nouvelles si choquantes que vous pensiez que votre tête allait exploser? C'est ce qu'il se passait en écoutant Rachel. Toute ma vie, j'ai pensé que j'avais de la chance d'avoir des parents adoptifs si aimants. J'avais tort. Nous devons prévenir la police. Oui, mais Jarvis, tu dois savoir que si nous appelons la police, M. Hernandez sera arrêté aussi. J'y ai pensé pendant une minute. Est-ce que je le voulais vraiment? Mon père et ma mère avaient été des parents merveilleux, mais ils m'ont aussi volé moi et ma sœur jumelle à ma vraie mère. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Faites-moi savoir dans les commentaires. Même si je ne veux pas que mon père ait des problèmes, tu ne mérites pas ce qu'ils t'ont fait. Alors oui, allons à la police. La police a arrêté mon père 1 heure après que nous ayons fait le rapport. Il était choqué de trouver Rachel et moi au poste. Jarvis, je suis vraiment désolé. Ta mère voulait tellement un bébé. Alors tu as volé les miens? Comment as-tu pu faire ça? Rachel criait au visage de mon père. Des larmes coulaient sur son visage. Quelques minutes plus tard, des officiers en uniforme sont entrés en traînant un M. Broff très effrayé. Quand Rachel l'a vu, elle s'est jetée sur son cou comme le ferait un tigre. Débarrassez-moi de cette folle! Qu'as-tu fait de mon autre bébé, espèce de fou? Où est-elle? Madame, vous devez vous calmer et nous laisser faire notre travail. Une femme officier a dit à Rachel. Elle nous a demandé d'attendre pendant qu'ils interrogeaient mon père et M. Broff. 1 heure plus tard, elle est sortie et nous a donné des nouvelles choquantes. M. Broff leur avait finalement dit qu'il avait aussi vendu ma sœur. Ce n'était pas la partie choquante, c'était surtout qui elle était vraiment. Diane est ma sœur jumelle? Mais elle a grandi dans des foyers d'accueil. M. Broff l'a vendue à un foyer d'accueil? L'officier aurait aussi pu me dire que j'avais 2 cornes qui poussaient. La femme à qui il a vendu est morte quand Diane était un bébé. Elle a été placée dans une famille d'accueil après ça. M. Broff a secrètement payé pour son éducation. Puis il a trouvé un travail à l'hôpital. Je suppose qu'il s'est senti coupable. Je ne savais pas si je pouvais en supporter davantage. Alors j'ai dit à Rachel que je quittais le poste. Elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner pour annoncer la nouvelle à Diane. Et j'ai dit bien sûr, pourquoi pas. Ça allait être une réunion de famille intéressante. J'ai appelé Diane et lui ai demandé de me retrouver chez moi. Quand elle est arrivée, on l'a fait asseoir, on lui a tout raconté. Rachel et Diane ont pleuré et se sont embrassés tant de fois. Moi aussi, j'ai senti des larmes me piquer le fond des yeux. Mais je me suis raclé la gorge et les ai repoussées. Il était hors de question que je pleure devant Diane. Je n'aurais jamais entendu la fin de cette histoire. Je suppose que maintenant, nous savons pourquoi M. Broff s'est étouffé avec son café quand il nous a entendu parler de rendez-vous. Pour la première fois, depuis qu'elle est rentrée chez moi ce soir-là, Diane arrive. Alors que se passe-t-il maintenant? Diane et moi avons regardé Rachel. Eh bien, nous avons tous deux eu une journée assez mouvementée. Je sais que vous avez besoin d'un peu de temps pour tout digérer, alors je vais rentrer chez moi. Et quelle que soit la décision de chacun d'entre vous, je l'accepterai. J'aimerais vraiment apprendre à vous connaître tous les deux, mais c'est à vous de voir. Je suis juste heureuse de savoir que vous êtes en vie et en bonne santé et que M. Broff et M. Hernandez vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Le dîner était calme. Chacun d'entre nous réfléchissait profondément aux événements de la journée et à ce qu'ils signifiaient. Le lendemain, Rachel est retournée chez elle. J'ai prévu de lui rendre visite souvent pour que nous puissions apprendre à nous connaître davantage. Quelques semaines plus tard, l'affaire contre M. Broff et mon père a commencé. Diane et moi avons trouvé un avocat pour Rachel et promis d'être là pour elle à chaque étape du processus. Après tout, c'était notre mère. Ah, super! Une autre réunion de famille durant laquelle je suis totalement ignoré.
Je me suis dit en m'asseyant sur le canapé. Papy s'est assis à côté de moi. Eh bien, je sais que ce n'est pas ton truc. Je t'ai donc trouvé quelque chose à faire si tu veux. Bien sûr, papy, qu'est-ce que c'est? Je te propose 150 $ pour nettoyer le grenier. Je détestais les réunions de famille. Mais cette réunion de famille allait changer ma vie. Pendant que je nettoyais le grenier, j'ai trouvé un sac en cuir noir dont la fermeture éclair était rouillée. J'ai mis le sac de côté et j'ai continué à nettoyer, mais je n'arrivais pas à arrêter de penser au sac. Un bruit à la porte a détourné mon attention. Il est 10 h. Moi et ta mère allons rentrer. Ton grand-père a dit que tu peux rester finir de nettoyer si tu veux. Je vais terminer de nettoyer. Ok, je reviendrai te chercher dans la matinée. Merci, pas. Mon père m'a fait signe de la main avant de descendre les escaliers. Le lendemain matin, j'ai remarqué 150 $ sur ma table de chevet avec un mot de remerciement de la part de papy. Je me suis lavé rapidement avant d'aller dans la cuisine, là où mon grand-père était assis. Tu as fait un excellent travail au grenier. Merci. Papy, j'ai trouvé un sac en cuir noir dans le grenier. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Aucune idée, mais j'espère que c'est quelque chose qui peut être utile. Après le petit déjeuner, mon père est venu me chercher. J'ai remercié papy, j'ai pris le sac et j'ai sauté dans la voiture avec mon père. Dès que je suis rentré, j'ai pris un cutter avant d'aller dans ma chambre. Je me suis assis au sol avec le sac en face de moi et j'ai frotté mes mains nerveusement. Ok, c'est le moment de vérité. J'ai pris le cutter et j'ai coupé le sac. J'ai coupé en dessous de la fermeture éclair en espérant ne pas abîmer ce qu'il y avait à l'intérieur. Une fois avoir coupé d'une extrémité à l'autre, j'ai ouvert le sac et j'ai regardé à l'intérieur. Le sac était rempli de timbres. J'ai ouvert grand les yeux. Je n'ai jamais été un collectionneur de timbres, mais quelque chose qui date de 1845 et en bonne condition doit bien valoir quelque chose. Je me suis connecté à mon ordinateur et j'ai commencé à effectuer des recherches sur les timbres. Parmi eux se trouvait un timbre Inverted Jenny, estimé à 1 351 250 $. Et le British Guiana Incent Magenta de 1856, estimé à 9 480 000 $. En regardant les timbres, j'ai estimé que ça valait environ 100 millions de $. J'ai descendu les escaliers, j'ai pris calmement quelques cachets zip avant de retourner dans ma chambre. Après avoir rangé les timbres, je les ai placés dans un sac en plastique noir. J'ai rapidement caché les timbres dans mon placard. Je suis rentré à la maison un jour en trouvant mes parents en train de se disputer. « Ton père a un autre enfant? Tu as pensé à Marc et Richard ?» « Oh, arrête, Richard n'a pas le temps pour ça, il vient de devenir juge, il n'est jamais à la maison et Marc ne peut même pas faire chauffer de l'eau. » Qu'est-ce qui se passe avec papy? Mes parents m'ont regardé l'air perdu. Ma mère a dégagé sa gorge. « Ton grand-père a pris un mauvais médicament. Les docteurs ont dit que ça vient de sa tension artérielle et il a besoin d'être surveillé. »« Je vais aller aider papy. »« Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Tu dois penser à l'université. »« Je ne veux pas aller à l'université. »« Qu'est-ce que tu dis ?»« Maman, je ne veux pas aller à l'université. C'était ton rêve, pas le mien. »« Je pense juste qu'aller à l'université est bien meilleur que d'aller s'occuper de ton grand-père. »« Maman, toi et papa, vous pouvez me soutenir ou bien je peux y aller sans votre permission. Je ne suis qu'à 4 mois de mon 18e anniversaire, c'est vous qui décidez. » Ruth, laisse-le aller. Tôt le lendemain, mon père m'a déposé chez mon grand-père. Il m'a donné une liste des médicaments de papy et à quelle heure il devait les prendre. « Fiston, je ne voulais pas faire ça, mais voici 200 $. Ta mère m'a dit que, vu que tu veux vivre avec papy et ne pas aller à l'université, tu devras trouver un moyen de subvenir à tes besoins. » Je n'ai pas répondu. J'ai sauté hors de la voiture et je suis entré dans la maison. Après avoir salué papy, j'ai fait en sorte qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Puis j'ai trouvé un endroit sûr où cacher mes timbres, sous le plancher, en dessous de mon lit. Durant les jours suivants, j'ai trouvé quelques boulots dans le quartier comme passer la tondeuse et nettoyer les vitres. Ce n'était pas beaucoup, mais ça m'a aidé moi et papy à manger tous les jours. Un jour, après être rentré du supermarché, j'ai regardé dans la boîte aux lettres de papy et j'ai emmené le courrier à l'intérieur. « Hé papy, j'ai pris le courrier. »« Merci Joël. » Je suis allé dans la cuisine et j'ai rangé les courses, mais quand je suis retourné voir papy, il avait le visage pâle. « Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est écrit que ma maison va être saisie, mais mon crédit a été payé pendant les 15 dernières années, je ne comprends pas. » Il doit y avoir une erreur. Appelle la banque, ils se sont probablement trompés avec un autre. J'ai ramené le téléphone à papy et il a appelé la banque. « De quoi vous parlez? Quel crédit de 150 000 $? Papy était furieux. Après quelques minutes, papy a raccroché. Avec les larmes aux yeux, il a marmonné. « Je vais me reposer. C'en est trop. » Après que papy soit sorti de la pièce, j'ai pris le papier qu'il avait laissé et je l'ai déplié. Ça disait que papy avait 1 mois pour payer les 100 000 $ restants ou bien il devait déménager. Mais pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'il reçoit cette lettre? Il n'aurait pas dû recevoir des relances avant cette mise en demeure. C'est alors que j'ai entendu du bruit dehors.
J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu oncle Marc fermer la boîte aux lettres. Je l'ai regardé monter 2 marches à la fois. J'ai rangé la lettre dans ma poche arrière avant qu'il n'ouvre la porte et ne rentre. « Est-ce que le facteur est passé ?» a demandé oncle Marc d'un air peu aimable. « Je ne sais pas, je suis resté là toute la journée. » J'ai répondu. Sans rien dire, Marc est parti. Je savais qu'oncle Marc avait quelque chose à voir avec ça, mais je ne savais pas quoi. Pendant le dîner, j'ai dit à papy que j'avais une idée pour sauver sa maison et une fois avoir obtenu l'argent, j'allais lui donner pour qu'il paye la banque. « La police ne va pas venir frapper à ma porte, hein ?» a dit papy en levant un sourcil. « Mais non papy, tout sera en règle. » Après le dîner, j'ai effectué une recherche intensive pour savoir qui pourrait m'aider pour vendre mes timbres. Finalement, je suis tombé sur un certain Samuel Machovitch. Il avait la réputation d'être le meilleur des meilleurs. Je l'ai appelé, on a discuté un moment. Je lui ai aussi envoyé une photo du timbre que je voulais vendre. Il a dit vouloir mettre en place des enchères et tout ce que j'avais à faire était de ramener le timbre 1 heure avant d'être sûr qu'il soit vrai. Il prenait aussi 20% du prix de vente. Une fois avoir accroché, j'ai remis mon timbre dans sa cachette. Je suis rentré du travail le lendemain et je suis allé dans ma chambre. Quelque chose était bizarre. C'était mon lit. Mon sang s'est glacé alors que je courais vers le lit pour retirer le plancher. Tout avait disparu. Tous mes timbres avaient disparu. J'ai couru voir papy. « Est-ce que quelqu'un est venu pendant que j'étais au travail ?»« Oui, tes parents et Marc étaient là. »« Merci papy, je reviens dans quelques minutes. » J'ai pris le bus pour aller chez oncle Marc. Quand je suis arrivé, les voitures de mon père et d'oncle Marc étaient dans l'allée. Je me suis avancé vers la maison et j'ai jeté un coup d'œil dans la maison où mes parents et oncle Marc étaient assis. Heureusement pour moi, la fenêtre était ouverte et je pouvais tout entendre. « Marc, comment as-tu pu faire empirer les choses? Tu avais promis de payer à temps. »« Oh, arrête de te plaindre. J'ai encore 1 mois. Je sais que mon garage va marcher. Ça a juste besoin de plus de temps pour décoller. Mais j'ai une idée. J'espère que quoi que ce soit, c'est une idée à 100 000 $. Ils ont discuté quelques minutes, puis mes parents se sont levés. Alors qu'ils quittaient la maison, ma mère a reçu un appel. Oncle Marc a attendu que mes parents quittent l'allée avant de sortir les timbres qu'ils m'avaient volés. J'ai regardé oncle Marc vérifier chaque timbre, regarder son ordinateur et prendre des notes avant de remettre les timbres dans le sachet. Après environ 10 minutes, oncle Marc a finalement quitté la pièce puis je suis rentré en passant par la fenêtre. Les timbres étaient toujours sur la table. Je les ai placés dans le sac rapidement et j'ai fait un nœud. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je me suis retourné lentement avant de le regarder droit dans les yeux. « Hein ?» Je n'ai presque pas vu son poing gauche venir dans ma direction. J'ai pu éviter le coup de justesse. Moi et oncle Marc avons commencé à nous battre et les timbres sont tombés de ma main. Oncle Marc était plus grand que moi et il était en train de prendre le dessus. J'ai regardé avec horreur oncle Marc attraper un serre-livre avant de lever le bras en l'air d'un air menaçant. Tout à coup, oncle Marc a été tiré en arrière et j'ai entendu la voix de mon père. J'ai regardé mon père donner un coup de poing dans le ventre d'oncle Marc qui s'est tordu de douleur. Ma mère m'a aidé à se relever. « Qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai demandé en me tenant les côtes. « Papy a appelé pour dire que tu étais parti en courant en apprenant qu'on était ici. Tu n'es pas rentré. On est donc venu voir ici, » a dit ma mère en m'aidant. J'ai cherché le sachet noir au sol. Une fois que je l'ai vu, je l'ai rapidement pris. Oncle Marc s'est avancé vers moi, mais mon père s'est mis entre nous deux. En regardant oncle Marc, mon père a demandé « Joël, c'est à toi ?»« Oui. »« Bien, allons-y. » Alors qu'on descendait l'allée jusqu'à la voiture de mon père, oncle Marc a dit « J'espère que tu découvriras qui est ta vraie mère, comme tu as trouvé ce sac de timbres. » Je me suis arrêté en chemin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oncle Marc n'est juste pas content, a dit ma mère en me dirigeant vers la voiture. On en parlera une fois rentré à la maison. Non, je dois savoir ce qu'il voulait dire maintenant. Discutons-en dans la voiture, a dit mon père. Alors qu'on s'éloignait de chez oncle Marc, mon père m'a expliqué qu'il y a quelques années, quand lui et ma mère étaient mariés depuis 3 ans, c'était compliqué, car ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Mon père a trompé ma mère et il a découvert plus tard que cette femme était enceinte. Malheureusement, elle est décédée pendant l'accouchement. Après plusieurs mois de consultation, il s'est remis avec ma mère. Fiston, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on voulait te le dire. J'ai presque 18 ans, c'était quand le meilleur moment? Une fois devant l'hôtel pour mon mariage? Qui d'autre est au courant? Tout le monde sait, j'étais furieuse après ce que ton père a fait, que je l'ai dit à tout le monde, mais je leur ai demandé de ne rien te dire. Pendant des années, je pensais que je n'étais pas aimé car j'étais le plus jeune. Tout ça pour découvrir que j'étais un fils illégitime. Arrête la voiture. Pas maintenant, Joël. Papa, arrête la voiture. Il a arrêté la voiture et je suis sorti avec le sachet noir dans les mains. J'ai marché le reste du trajet jusque chez papy en essayant d'accepter toutes les informations que je venais de recevoir. Une fois chez papy, je me suis glissé dans la cuisine lentement car je ne voulais pas le déranger s'il était en train de se reposer.
Alors que je marchais sur la pointe des pieds dans le salon pour aller dans ma chambre, j'ai entendu Papy parler au téléphone. J'étais sur le point de le saluer, mais ce qu'il m'a dit m'a rendu silencieux. Oui, mon petit-fils a une idée pour sauver la maison. Dès qu'il m'aurait donné l'argent, je prendrai nos billets pour Hawaï pour prendre un nouveau départ. Je suis sorti de la maison. Est-ce que tout le monde dans cette famille a des secrets? Je ne peux croire en personne. J'ai appelé Samuel et je lui ai demandé s'il pouvait commencer les enchères dans quelques heures et si les acheteurs pouvaient venir avec du cash. Samuel a répondu. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Ma part monte à 40%. J'ai accepté et Samuel m'a donné l'adresse de l'endroit où je devais le voir dans 3 heures. Je suis arrivé aux enchères à l'heure et j'ai serré la main de Samuel. Il m'a amené dans son bureau, là où il a vérifié le timbre et signé le contrat. Ce soir-là, 4 de mes timbres ont été vendus et j'ai gagné 7,5 millions de dollars. Après les enchères, Samuel m'a emmené à l'hôtel avec ses gardes du corps. Il m'a dit connaître les meilleurs agents immobiliers si je voulais mon propre chez moi. Il m'a donné leur carte et je l'ai remercié. Le lendemain, j'ai embauché Samuel et ses gardes du corps pour aller à la banque. Il a parlé avec le responsable et mon argent a été placé dans un coffre. Seul moi et le responsable avions la clé. À mes 18 ans, j'ai acheté une maison avec l'agent immobilier de Samuel. Ce n'était rien d'extravagant, c'était simple et élégant. J'ai décidé d'ouvrir une entreprise et de revendre des maisons, ce pourquoi j'étais très bon. J'ai pu ouvrir mon propre compte en banque et j'ai demandé à retirer mon nom des comptes communs que j'avais avec Papy et mes parents. Tous les mois, moi et Samuel organisons des enchères jusqu'à que les 3/4 des timbres soient vendus. Puis j'ai placé les timbres restants dans un sac et je les placés dans mon grenier. Je ne suis plus jamais allé chez Papy et j'ai dit à mes parents que j'avais besoin de temps pour réfléchir. La dernière fois que j'ai entendu parler de Papy, il avait perdu la maison avant d'aller vivre avec mes parents. Puis oncle Marc s'est battu dans un bar et oncle Richard l'a condamné à 1 an de prison. Je pensais pouvoir faire confiance en cette famille, mais ils m'ont appris qu'on ne peut faire confiance aux gens que dans la mesure du possible.